Bonjour à tous. Alors, merci à la commission scientifique de m'avoir permis de faire cette présentation et merci à Jacques d'avoir insisté pour maintenir ce congrès. Je pense que ça prouve qu'on est tous vivants, actifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans les médias. Et je vais essayer de vous parler donc de quelque chose d'assez fondamental, on va dire. Alors je pense que pour avancer, c'est ça. Alors mes conflits d'intérêts ne vont pas être impliqués dans ce topo qui est complètement anatomique, vous en doutez. Et on va commencer par un peu d'embryologie, pour mettre les choses en place, embryologie très simple. Vous savez qu'il va y avoir le disque embryonnaire qui va apparaître donc très rapidement, avec ces trois tissus fondamentaux que sont l'ectoderme, le mésoderme et l'entoderme. En fait, ce ne sont que les deux premiers tissus qui seront impliqués dans la constitution du contenant et du contenu de la colonne vertébrale. Ce qui est assez extraordinaire, mais tout le monde le sait, c'est que c'est d'abord le contenu qui va être formé, avec, vous voyez, à proximité de la notocorde, cette coupe du bouton au 19e jour, un épaississement de la plaque neurale qui va devenir tube, et on voit sur les côtés les futures vertèbres, il faut avoir de l'imagination, qui vont provenir du mésoderme intermédiaire. Donc la notocorde est véritablement le chef d'orchestre de cette formation à la fois du tube neural et des vertèbres. On a ici une coupe en microscopie électronique avec le tube neural, les somites qui vont être divisés en dermatome, myotome et sclérotome. En fait, c'est le sclérotome qui donnera naissance aux vertèbres. Et on a cette structure très classique métamérisée avec cet empilement donc de somites. Alors on voit très bien l'évolution, très classique, plaque neurale qui va s'invaginer avec l'apparition donc des ganglions spinaux qui vont très vite être formés. Et vous voyez bien que les vertèbres là qui sont ici sont très loin d'être constituées. Et alors du fait de cette formation plutôt rapide du tissu nerveux, on a ce qu'on appelle un décalage médullo-vertébral. En fait, initialement chez l'embryon, on a donc un contact quasiment complet entre l'extrémité du tube neural et de la colonne vertébrale. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, le tissu nerveux ne va plus grandir, la colonne va grandir. Et on a ce décalage très classique, qui fait qu'il va se constituer la queue de cheval au-dessous de L1 dans 80% des cas. Alors, j'ai absolument oublié de dire en introduction, je le dis ici tout de suite, que ce travail est fait en collaboration avec Alain Di Meglio, avec qui j'ai beaucoup discuté, avec qui on a publié. Alain sera en permanence cité dans cet exposé et vous avez vu que je l'ai mis co-auteur tout à fait au départ et je l'ai oublié. On a donc ce contenu qui est formé avant le contenant et la vertèbre va apparaître alors que le tube qui est colorié ici en bleu, ce qui n'est pas très classique, est constitué. La vertèbre va entourer ce tube neural avec trois noyaux mésenchymateux ou mésodermiques, le noyau du centrome, en fait il y en a deux pour chaque côté du corps vertébral, les noyaux de l'arc neural qui vont entourer la moelle épinière en arrière et les noyaux des bourgeons costaux. On a donc une vertèbre mésenchymateuse qui va s'ossifier dès la vie in utero. C'est très classique de dire que le noyau d'ossification primaire au niveau du corps ou du centrome apparaît dès le 3e mois de la vie in utero. Au niveau de l'arc neural, c'est au 2e mois qu'il apparaîtra et le noyau costal apparaît à peu près entre ces deux noyaux. On a donc un stade de vertèbre mésenchymateuse ou mésodermique en jaune qui va être progressivement remplacé par du tissu cartilagineux, vertèbre cartilagineuse en bleu. Ce tissu cartilagineux va être progressivement remplacé par de l'os. C'est là qu'on arrive un peu au noyau d'ossification. C'est le schéma archi-classique de ce qu'on appelle l'ossification enchondrale qui est appliqué à tous les os de l'organisme à l'exclusion des os du crâne. Et on a cette image, encore une fois, d'Alain, avec donc une période embryonnaire où la vertèbre est absolument mésenchymateuse. Puis, à partir du 3e mois, cette vertèbre va devenir à la fois cartilagineuse et un peu osseuse, c'est la période fœtale. Et pendant la période postnatale, l'ossification va se faire de façon progressive. Donc on terminera cette embryologie en rappelant que le rachis est donc une mosaïque de plus de 130 plaques et de noyaux de croissance. L'ossification, on vient de le dire, démarre au 2e, 3e mois de la vie in utero et il va se terminer à la fin de la puberté.
Alors voyons maintenant les croissances postnatales et nos fameux cartilages de croissance, c'était le titre. En fait, il y a 3 éléments qu'on va décrire. Le cartilage neurocentral, on est dans les structures d'ossification secondaire, le cartilage neurocentral. On parlera ensuite du listel marginal ou du limbus. Et puis, je parlerai de l'anneau pelvien. Jean Dubousset, je ne sais pas s'il est là, vous parle toujours de vertèbres pelviennes. Donc, on parlera des noyaux d'ossification, des structures d'ossification de l'anneau pelvien qui ont un rôle essentiel pour la surveillance de l'enfant en croissance. Alors ça, c'est un schéma très ancien. On s'aperçoit que beaucoup de choses ont été décrites il y a très très longtemps. C'est Schmoll qui a montré cette vertèbre. On voit très très bien sur cette vertèbre, ce dessin de 1932, qui a les 2 éléments de ces structures d'ossification secondaire. Le cartilage neurocentral qui est ici entre le noyau primaire du corps et le noyau du centrome. Le listel marginal ou limbus qui est à la limite du corps vertébral. Alors on commence par le cartilage neurocentral ou synchondrose intermédiaire de Schmoll. On l'a bien étudié à Bordeaux. Son histologie est très particulière. C'est un cartilage qui est bipolaire. Il est fait de couches cellulaires. Alors là, on a une évolution dans le temps avec un cartilage chez un tout petit qui va progressivement se disparaître et finir par être totalement ossifié. Donc en fait, c'est comme si on avait 2 cartilages de conjugaison qu'on a au niveau des épiphyses des os longs qui se font face à face. En fait, il y a 2 endroits dans l'organisme où ça existe, sur le cartilage neurocentral et au niveau du cartilage en Y, au fond du cotyle. Cette fermeture se fait dans un ordre chronologique assez classique, d'abord en cervical, puis en lombaire et enfin en thoracique. Il y a une chronologie de fermeture du cartilage neurocentral. On le voit d'ailleurs, parce qu'on a eu la chance d'étudier à l'époque en scanner des enfants scoliotiques jeunes. Ici, vous avez un enfant qui a une double courbure, thoracique droite, lombaire gauche. Et regardez bien les cartilages chez un même enfant, ce sont les 2 scanners d'un même enfant à 2 endroits différents. On voit que les cartilages sont parfaitement visibles au niveau thoracique, beaucoup moins visibles au niveau lombaire. Alors, avec les Espagnols de Pampelune, l'équipe de Canadel, de José Luis Beguiristain, en 89, on avait pas mal étudié ça. Il y avait une belle collection qui dépendait de l'épouse, d'ailleurs, de José Luis, en Espagne. Vous voyez, des pièces anatomiques d'âge différents. Il y avait 20 pièces d'anatomie d'âge différents qui nous ont permis de voir un petit peu cette anatomie selon les âges. Vous voyez ici une vertèbre thoracique, ce sont toutes des vertèbres thoraciques d'un nouveau-né. Le cartilage, vous voyez, est très large. Il est tout à fait actif. On remarquera que le canal rachidien a quasiment la même dimension que le corps vertébral. Et puis après, progressivement, j'en parlerai après, il y a une dissociation entre la croissance du corps et la croissance du canal rachidien. Voici à 6 ans, le cartilage est moins épais. Et à 12 ans, il est quasiment plus visible. L'épaisseur donc diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et ce rapport AC, c'est-à-dire le rapport du diamètre antéro-postérieur du corps vertébral sur la valeur AB qui prend en compte le canal rachidien, eh bien on imagine donc que ce rapport va augmenter avec le temps puisque le corps vertébral AC va de plus en plus grandir par rapport au canal qui a ses dimensions assez vite fixées. Alors voilà justement une vertèbre thoracique ou thoracolombaire, on va dire, à l'âge de 10 ans. On voit ici le rapport qui est en faveur plutôt du canal rachidien. Et beaucoup plus tard, le rapport est plutôt en faveur du corps vertébral. Il y a aussi une horizontalisation de ce cartilage qui se fait avec le temps, tout ceci grâce à l'étude des pièces anatomiques que je vous ai citées précédemment. Alors on voit très très bien donc ce cartilage en scanner. On peut le voir aussi en IRM, il y a des publications plus récentes qui ont été faites en IRM. On voit très très bien sur cette vertèbre thoracique d'un enfant de 6 ans, le cartilage ici en coupe molle, partie molle, ici en coupe osseuse. Il est parfaitement visible. On voit aussi très très bien, vous voyez, en reconstruction sagittale. Et c'est assez étonnant de voir qu'il y a des reliquats qui apparaissent. Vous voyez, parfois, là, c'est un scanner d'un sujet adulte. Il y a probablement des reliquats de ce cartilage, mais il est évident qu'il n'est pas actif depuis bien bien longtemps. Alors, quelle est l'action de ce cartilage neurocentral? C'est qu'il y a des discussions. On pense qu'il a une action sur la croissance de la partie postérieure du corps vertébral, puisque c'est là qu'il se situe. Et puis, il a aussi une action, et ça c'est beaucoup plus connu, sur les dimensions du canal rachidien central. En fait, c'est Knudson qui en 1961 avait montré ce schéma.
d'évolution dans le temps du diamètre antéro-postérieur du canal rachidien. On voit qu'il est ici fixé quasiment à l'âge de 5 ans. Et c'est l'âge auquel ce cartilage n'est plus très actif. Il est très actif dans les premières années, il n'est quasiment plus actif après cet âge-là. Donc il y a un lien assez fort entre les dimensions du canal rachidien et l'action du cartilage central. Et évidemment, le corps, que ce soit dans le diamètre antéro-postérieur vertical, va grandir, lui, tout au long de la croissance de l'enfant. Ce schéma est très classique pour illustrer ça d'Alain Di-Meglio. Il met en présence donc des vertèbres cervicales, vous voyez, de nouveau-nés 8 ans, 10 ans, 16 ans, et on s'aperçoit que les flèches rouges sont les mêmes dès l'âge de 8 ans. On peut dire donc que le canal rachidien a ses dimensions fixées très rapidement, c'est classique et connu. Alors il y a eu des publications qui ont un petit peu modifié nos idées. Ce sont des chirurgiens qui ont fait des vissages précoces au niveau de ces cartilages neurocentraux, et on aurait pu craindre qu'il y ait un rétrécissement du canal rachidien. Ils ont prouvé le contraire. Alors, on lit ces articles, là, je vous en montrerai très rapidement 3. Là, quand même, on se dit que l'exemple qui est montré n'est pas très bon, parce qu'on a l'impression que le corps vertébral n'a pas beaucoup grandi, donc manifestement, ce scanner n'a pas été fait très longtemps après la chirurgie. Donc on demande à voir. Ensuite, on a celui qui fait quand même référence, c'est l'article d'Olgun, le Turc, qui montre, alors là c'est correct, parce que vous voyez, vous avez une comparaison d'une vue préopératoire et là d'une vue post-opératoire. On voit quand même qu'il y a une grosse différence de taille des corps vertébraux, donc il y a incontestablement plusieurs années entre les deux clichés. Mais il y a plusieurs articles qui sont un peu discordants, et je montre le dernier, c'est un article chinois. Alors là, si on me démontre que le canal rachidien n'est pas rétréci par rapport au pré-op, il faudra qu'on m'explique. En plus, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même vertèbre. En fait, il y a discordance, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on pourrait ne pas prendre trop de risques en vissant un enfant précoce, en mettant des vis pédiculaires au travers du cartilage neurocentral. Bon, on ne le fait pas très souvent non plus, c'est peut-être pas forcément à rechercher non plus. Voilà, c'est ça l'idée. Alors ensuite, il y a le cartilage central et la scoliose. Alors là, c'est sûr qu'il y a une asymétrie des deux cartilages concaves et convexes dans la scoliose. Ça a été démontré depuis Nicolas Doni. C'est une pièce anatomique de Nicolas Doni de 1909, et d'emblée, il montre que quand on a une vertèbre scoliotique, le cartilage neurocentral de la convexité est plus fermé que celui de la concavité. Et là, il y a eu des tas d'expériences, notamment chez l'animal, qui ont été faites et qui ont toutes concordé vers cette idée-là, c'est que le cartilage neurocentral convexe se ferme plus tôt que le cartilage concave. Alors, première expérience, Beguiristain. Il visse un porcelet, et du côté où c'est vissé, du côté où il y a la stérilisation, on a une convexité. On a un porcelet qui est bossu, qui a une convexité, donc du côté vissé. Plus récemment, Sukato, son équipe de Sukato, en 2008, vous voyez, refait la même expérience, ils vissent encore un porcelet et ils obtiennent, vous voyez, une vertèbre tournée du côté convexe, là où c'est vissé. Et en radio, c'est très spectaculaire, très très spectaculaire. Pour un quadrupède, obtenir une telle scoliose, c'est vraiment très, vous voyez, c'est le côté convexe qui a été vissé, le cartilage central qui a été stérilisé, et il le montre en 3D avec une parfaite rotation. C'est bien le côté convexe avec la gibbosité et la costale, qui est du côté où le cartilage central a été fermé. Et on a, nous, en 89, publié avec Beguiristain, on avait donc ces scanners d'enfants scoliotiques, ce sont deux enfants différents, une scoliose lombaire et une autre thoracique, et on retrouve, du côté, vous voyez, où la vertèbre tourne, c'est-à-dire du côté convexe, une fermeture plus précoce du cartilage neurocentral, ici c'est en thoracique. Alors ça va un peu sous pareil, est-ce que c'est cause ou conséquence? Dans la scoliose, on s'en sort jamais. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence? En fait, toujours c'est un état de fait. Vous voyez que là, ce cartilage convexe est fermé, plus fermé que le concave. Il y a probablement une croissance plus longue de cet hémi-arc et corps du côté concave qui va dans le sens de la rotation finalement. Ça va dans le sens de la rotation. C'est toujours pareil, est-ce que c'est cause ou conséquence, ça c'est le vrai problème. Et Higueraun, qui est un ami espagnol là, qui travaille un peu avec l'équipe de Pampelune, fait ce schéma un peu complexe à comprendre, qui montre que pour des raisons mécaniques, il y a cette asymétrie. Alors c'est un peu surprenant parce que du côté convexe, il y a des compressions quand même, on est surpris que le cartilage soit actif, mais c'est un schéma qui est à prendre en considération. Alors, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est peut-être l'action dans le plan sagittal de ce cartilage qui contrôle, vous savez, la croissance de la partie postérieure du corps vertébral. Et là, on va se rappeler avec Dixon que quand on a une scoliose, ça c'est le segment scoliotique,
Dans le plan sagittal, on a une hypocyphose, voire même parfois une hyperlordose, donc une anomalie de croissance de la partie postérieure des corps vertébraux. C'est inscrit dans les corps vertébraux, et c'est peut-être là que le cartilage neurocentral intervient. Vous voyez ces formes très sévères, là même de l'ordoscoliose. Il est probable que le cartilage neurocentral agit de façon non intéressante dans le plan sagittal, avec ce dos creux qui est parfois très marqué. Voilà, donc pour terminer sur ce cartilage neurocentral, on voit qu'on peut expliquer à la fois la rotation et peut-être l'hyperlordose ou l'hypocyphose, ça dépendra si on considère le cartilage neurocentral. Pour terminer, donc fin d'activité à 5 ans, et donc canal rachidien central fixé en termes de dimension à 5 ans. Fermeture, c'est différent de fin d'activité, fermeture plus tardive, on l'a vu, et puis application clinique. On en parle souvent dans le service, on n'a pas osé le faire, peut-être que j'ai pas vu dans la littérature. On pourrait se dire quand même qu'on aurait peut-être, avec les moyens techniques très précis qu'on a maintenant, imaginé des stérilisations des cartilages concaves pour équilibrer la croissance chez les enfants qui ont une scoliose vue très précocement. C'est peut-être un rêve, mais c'est peut-être une réflexion à avoir. Pour le moment, on n'a pas franchi le cap, on en parle souvent. Et puis l'idée, si on revient au problème chirurgical, c'est qu'a priori, on pourrait visser de façon bilatérale pour des raisons X ou Y avant 5 ans, mais c'est peut-être il faut être un peu prudent par rapport à cette idée-là. Alors deuxième secteur, le listel marginal ou limbus, qui est un noyau d'ossification et non pas un cartilage de croissance. Alors là, c'est très classique. Il est ici, il évolue progressivement, vous voyez les coloriés ici, il va évoluer progressivement vers l'ossification. Il a de très forts rapports avec l'annulus, ça aura des applications en traumatologie. Et donc, on a ce schéma très classique de Mallet, avec une vertèbre au départ qui n'est absolument pas ossifiée, en graine café, puis progressivement ce listel qui va s'ossifier d'avant en arrière, avec des chiffres qui sont assez différents entre Schmoll et Mallet, et cette image en queue de comète, là, qui va finir par donner la vertèbre avec sa dimension totale. Alors ça, c'est une radio très précoce, vous voyez, voilà, on comprend que la vertèbre est extrêmement cartilagineuse, hein, puisqu'on analyse à la fois le disque et les listels marginaux. D'ailleurs, au passage, on voit la discordance entre les tailles du corps et du canal rachidien, et on voit très bien le cartilage neurocentral. Et puis ces images du livre de Schmoll, où on voit donc à 10 ans pas d'ossification du listel, ossification antérieure, puis ossification d'arrière en avant, en queue de comète, à 15 ans. Il y a un article récent là, de Irakois qui montre, qui a des termes assez intéressants. Il parle du stade cartilagineux, où on ne voit rien sur la radio, du stade apophysaire, là c'est comme ça l'apophyse, quand ça commence à se calcifier là, et puis l'épiphyse. Alors l'épiphyse, c'est quand la vertèbre est complètement formée. D'ailleurs, on a tendance maintenant à parler du complexe disco-épiphysaire qui prend en compte le disque et les plateaux cartilagineux. Alors dans le cadre des dystrophies de la maladie de Sherman, il va y avoir des anomalies radiologiques très précoces, avec un trop bel arrondi du corps vertébral, des images en coup d'ongle par rapport à ce qu'on a sur une vertèbre normale. C'est la caricature donc, de la maladie de Sherman, c'est la maladie du listel marginal, qui peut toucher d'ailleurs de façon assez sévère aussi la région lombaire et pas que la région thoracique, avec des conséquences que l'on connaît. Alors la deuxième pathologie à côté de maladie de Sherman, c'est l'arrachement du listel marginal. L'enfant sportif en général va avoir une contrainte sévère. Au lieu que ce soit une hernie discale qui apparaisse, il va y avoir comme un décollement épiphysaire, puisque la jonction entre le listel qui est ici et le corps est moins solide qu'entre l'annulus et le limbus. Et donc ça va se décrocher sous l'effet d'une contrainte. En fait, ça s'explique sur le plan anatomopathologique. Là, vous avez donc une coupe avec le nucléus, l'annulus, qui est très adhérent au listel, et le point de fragilité, il va être avec le noyau d'ossification vertébrale. C'est là que ça va déchirer, c'est là que ça va se décoller. On a donc des différentes formes. Alors la forme la plus classique, c'est celle-là, c'est ce qu'on appelle la hernie donc intraspongieuse rétromarginale. C'est ce décrochage qui va être péjoratif parce qu'il va aller vers le canal rachidien. Mais on peut avoir la même chose vers l'avant, hernie intraspongieuse rétromarginale antérieure, et on a aussi les anomalies vers le corps vertébral qui sont les hernies de Schmoll, mais ce n'est pas tout à fait le même sujet. Takata a très bien décrit les 3 types. Un type 1 où c'est l'anneau périphérique qui s'est décroché, le type 2 où il y a de l'os qui s'est décroché avec, le type 3 où c'est vraiment très médial. Il se trouve qu'on a des séries assez régulières à Bordeaux et on a à peu près les 3 types. Vous voyez le type 1
c'est l'anneau qui se décroche complètement. Le type 2 avec probablement un peu d'os décroché. Le type 3 qui est près de la ligne médiane, c'est pris à tort pour décalcification du ligament longitudinal dorsal. C'est pas ça du tout. Alors un cas ultra classique, hein, c'est un gamin de 13 ans, il fait un smatch violent, il a un lumbago et des sciatiques tronqués. Vous voyez qu'il y a ce décrochage donc du listel qu'on imagine à la radio, qu'on associé, on voit qu'il y a quand même de face, il y a un genre de décoaptation des articulaires, donc vraiment il a raté son smatch, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais vraiment une hyperextension très violente. Vous voyez, il y a une décoaptation des articulaires. En scanner très impressionnant. Quand on ne connaît pas ce tableau, on dit tiens, c'est une hernie calcifiée, c'est pas ça du tout, c'est le listel qui s'est décroché. En IRM, on y voit un peu moins bien, mais on voit que les articulaires ont souffert, et on voit donc cette image là d'arrachement avec le complément en IRM. Qu'est-ce qu'on a fait ce jeune homme, enfin cet enfant? On l'a traité médicalement et ça a marché. Mais ça ne marche pas à tous les coups. D'ailleurs, chirurgicalement, ce n'est pas facile à traiter, mais ce n'est pas le sujet. Donc, il s'en est sorti avec infiltration et corset. Le problème, c'est que probablement, ça c'est un autre patient, ça peut donner des canaux secondairement rétrécis du fait de la l'ossification, de la consolidation dans cette position. En fait, je terminerai par l'ossification de l'anneau pelvien. Alors, c'est surtout le cartilage en Y ou triradié qu'il va falloir étudier, hein, qui est, vous le savez, au fond de l'acétabulum, entre les noyaux de l'ilion, de l'ischion et du pubis, qui va progressivement disparaître. Il est lui aussi bipolaire, comme le cartilage neurocentral. On peut suivre son évolution sur les radiographies. Hein, il va progressivement se fermer. Et en 1989, on avait publié avec l'équipe du professeur Diard dans les annales de pédiatrie, on avait vu 70 patients, on s'était rendu compte ce cartilage, pas patients, mais des enfants plutôt, ce cartilage en Y se fermait pour nous au début de la puberté, c'était assez régulier. Alain Di Miglio voit une fermeture un petit peu plus tardive, ça dépend un petit peu des séries cliniques, mais disons que la fermeture du cartilage en Y, on peut le retenir, se situe au début de la puberté, ça c'est tout le monde le sait. Et alors l'intérêt aussi du cartilage en Y, c'est que parfois on a des difficultés à distinguer un RICER 0 d'un RICER 5. Si le cartilage en Y est ouvert, c'est sûrement pas un RICER 5, ça c'est sûr. Hein. Si le cartilage en Y est ouvert, si vous avez un doute entre 0 et 5, ça peut se voir de temps en temps, c'est automatiquement un RICER 0, puisque la positivation du test, enfin, le passage disons du 0 à 1, se fait bien après la fermeture du cartilage en Y. Alors, si vous avez aussi des doutes, parce que des fois on ne voit pas très bien, même sur les clichés os, on ne voit pas très bien ce cartilage épiphysaire, eh bien, on a démontré en 89 qu'on peut très bien analyser le cartilage de l'ischion qui suit exactement la même cinétique, hein, il s'ossifie de dehors en dedans, et on a à peu près l'image en miroir de ce qui se passe au niveau de la iliaque. Alors évidemment, ce cartilage en Y, s'il est ouvert, on sait que si on fait une chirurgie postérieure, en théorie, on aura ce fameux effet vilebrequin, c'est assez classique, mais certains auteurs là aussi le discutent, mais une arthrodèse postérieure, cartilage en Y ouvert, peut exposer à une croissance qui va se pérenniser au niveau des corps et à l'effet vilebrequin. Et alors les Américains utilisent encore, mais de moins en moins, ce qu'ils appellent le ring test. Alors ça consiste à explorer l'ossification du listel qu'on a vu précédemment, avec des correspondances à les tests de RICER, mais très honnêtement, l'analyse de ce ring test sur les radios est très difficile et ça n'est pas retenu. Alors pour terminer sur cette analyse de l'aile iliaque, Bitan et d'autres auteurs ont démontré qu'il y avait une petite différence entre les Américains et les Français, notamment au niveau du RICER 3. En France, on estime que le RICER 3, vous voyez, le lien d'ossification va à peu près à proximité de l'aile iliaque, et pour le 4, on a une disparition du liseré entre le noyau et l'aile iliaque qui se fait d'ailleurs de dedans dehors. C'est une évolution qui se fait à l'inverse de l'ossification. Pour les Américains, le RICER 4 serait pour nous presque un 3. Il y a une petite discordance, c'est des détails. On va pas aller plus loin, mais ça a été publié. Alors, des idées claires quand même qui sont encore une fois d'Alain. Si vous avez donc un cartilage en Y ouvert et un RICER 0, le risque d'aggravation angulaire est multiplié par 3. Si vous avez un cartilage en Y fermé, comme nous voit ici, et toujours le RICER 0, le risque est multiplié par 2. Si vous êtes à RICER 1, le risque d'aggravation est multiplié par 1,5. À 3,
il n'est multiplié que de 2%, le risque est d'augmenter de 2%, et à 5, c'est fini, il n'y a plus d'aggravation possible. Alors très rapidement, il y a d'autres méthodes d'évaluation concernant la colonne. Vous savez qu'il y a l'atlas de Grölich-Peil qui va étudier donc la main, avec principalement l'ossification du sésamoïde, du pollex, qui en B signe le début de la puberté. Là, c'est une autre information sur le début de la puberté. Les Américains utilisent beaucoup le score de Sanders, qui est compliqué. Alors, il y a 8 stades, et je ne vais surtout pas vous les décrire, qui s'intéressent à l'ossification des os des métacarpiens et des phalanges. Sauvegrain, alors par contre, c'est un score qui est très important au niveau du coude, hein, très utilisé, mais ancien. Il y a une ossification, une cinétique, c'est d'abord le condyle externe qui va s'ossifier, puis l'épicondyle médial, puis le condyle médial, puis l'épicondyle latéral. Il y a une cinétique très, très classique au niveau de ce coude, c'est beaucoup plus utilisé en France, avec un ordre de fusion qui est bien décrit, 1, 2, 3, 4, comme on vient de le voir. Et quand on a un coude fermé, ça c'est encore une image d'Alain, eh bien on estime que le pic de croissance est atteint. Coude fermé, pic de croissance atteint. Les anglo-saxons utilisent aussi le score de la hanche d'Oxford. En fait, ils prennent le test de Risser, le cartilage en Y, et après ils s'intéressent à l'ossification de la tête, à l'ossification du petit trochanter et du grand trochanter et à l'ossification du petit trochanter. C'est un complément, c'est un complément. Et pour terminer sur ces systèmes d'évaluation, en discutant avec Jean-François Châteil, que vous connaissez peut-être, qui est un pédiatre très précis, il me dit attention, maintenant il faudrait peut-être parler de systèmes informatisés. Bon experte, très cher il paraît, très cher, il ne l'a pas encore à Bordeaux, qui tient compte, vous voyez, c'est un mixage de différents moyens de surveillance. Le Grölich-Peil, avec des études de déviation standard, le Tanner-Whitehouse qui est notre score d'évaluation, principalement au niveau de la main. Ils tiendront compte aussi de l'épaisseur des métacarpiens, avec ce qu'ils appellent le Bone Health Index. Et ils arrivent avec l'ordinateur à vous donner un âge très très précis, un âge osseux très précis, c'est en cours d'évaluation. Le tout étant évidemment de se situer dans cette courbure, dans cette courbe de Malandial-Beaupère. Le Risser 5, comme on est tous d'accord, fin de croissance. Le point P, fermeture du cartilage Y, sésamoïde du pollex qui apparaît. Voilà, on peut situer à peu près tout ça. Et on arrive à ces quatre zones là d'Alain, hein, la zone 1, le Risser 0, Y ouvert. Vous voyez, on est dans la pente ascendante. Le 2, zone 2, Risser 0, Y fermé. On a les cartilages du coude qui se ferment, donc c'est le sommet de la pente. Et puis après, vous voyez que le test de Risser, il vient un peu tard quand même, hein. Il se positive un peu tard. Il est dans la pente descendante, avec notamment le grand trochanter qui va être fermé. Conclusion, le cartilage central donc contrôle les dimensions du canal rachidien est probablement atteint quand même dans les scolioses précoces infantiles. Le lysène marginal est atteint dans la maladie de Sherman et dans les arrachements traumatiques. Le cartilage en Y se ferme avant le test de Risser 1 au début de la puberté. Au stade de Risser 5, il n'y a pas de risque d'aggravation de la scoliose, on est assez d'accord. Et l'étude de l'ossification de la main par Sanders et surtout du coude par Sauvegrain est importante pour suivre la croissance osseuse. Vous avez là la bibliographie principale et ancienne qui sera sur le site, je suppose, puisque cette conférence est partagée. Et puis, j'aimerais terminer en parlant de Jean-Marie Génary. Voilà, Jean-Marie Génary qui nous a quittés beaucoup trop vite, qui était excellent, j'espère que je n'ai pas déçu, parce qu'il était excellent en pathologie infantile. Là, il nous montrait comment il allait faire une hémivertébrectomie. On a beaucoup travaillé, beaucoup rigolé ensemble dans le groupe Gold. Vous devez reconnaître, il y a des têtes là que vous devez reconnaître, il est là, il rigole beaucoup. On a beaucoup travaillé ensemble. Et souvent, il disait écoute-moi, il n'arrêtait pas de dire ça, écoute-moi. Et là, on ne va plus pouvoir l'écouter, mais je peux dire qu'on ne l'oubliera pas, et j'aimerais qu'on l'applaudisse ensemble. Voilà.